Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis. C'est un grand honneur pour moi de présenter les travaux qui ont notamment fait l'objet de ma thèse d'agrégation, donc il y a quelques années. De nombreux patients que nous traitons en cardiologie ou en chirurgie cardiovasculaire ou qui sont hospitalisés aux soins intensifs sont des patients âgés, parfois octogénaires ou davantage, souffrant de comorbidités, de pathologies multiples et souvent atteints de cardiopathie sévère, par exemple de décompensation cardiaque. Néanmoins, les modalités de surveillance périopératoire ou péri-interventionnelle, s'agissant de cardiologie interventionnelle, sont généralement limitées à une évaluation par échocardiographie ou cathéter de Schwann-Ganz, de paramètres relativement simples, le débit cardiaque qui est assimilé à la performance et la résistance vasculaire totale dans un circuit considéré comme purement résistif, c'est-à-dire ohmique. Par ailleurs, probablement de manière encore plus limitative, ces paramètres sont évalués de manière indépendante, c'est-à-dire sans envisager leurs éventuelles interdépendances. Il est bon de rappeler que le débit cardiaque dépend de 4 facteurs élémentaires qui sont la précharge, qu'on assimile généralement au volume télédiastolique, la post-charge, qui est généralement étudiée simplement comme étant la résistance totale, l'inotropisme, la contractilité souvent non évaluée, en tout cas de manière directe et précise, et la fréquence cardiaque est évidemment le paramètre le plus facile et le plus précis à mesurer. Dans ce contexte, la post-charge est donc évaluée en termes de résistance dans un modèle ohmique, dont les limites sont celles inhérentes au modèle, celui d'un réseau rigide. Or, nous savons que le réseau vasculaire n'est pas rigide, en tout cas pas complètement, et ce modèle ne répond pas aux conditions physiopathologiques réelles. Parce que le cœur et son réseau vasculaire d'aval, que ce soit le ventricule droit et la circulation pulmonaire, ou le ventricule gauche et la circulation systémique, doivent être étudiés de manière couplée. Or, ils le sont généralement de manière indépendante. Donc, dès lors, nos travaux contribuent à, d'une part, développer des outils capables d'apprécier l'interaction entre la pompe et le réseau dans lequel cette pompe débite, et d'autre part, de modéliser des situations de chirurgie cardiovasculaire et de cardiologie principale, et d'utiliser ces modèles, aussi bien des modèles in vitro sur banc hydraulique que des modèles expérimentaux au laboratoire animal, comme substitut de situations cliniques. Développer une méthodologie originale pour apprécier au mieux, d'une part, l'inotropisme ventriculaire, d'autre part, les propriétés vasculaires systémiques, et enfin, l'interaction de l'éjection cardiaque avec les propriétés du réseau vasculaire systémique, ce que l'on appelle donc le couplage ventriculo-artériel, en l'occurrence ici, systémique pour le côté gauche. Donc vous aurez compris que l'objectif est celle d'une approche globale du système cardiovasculaire, où le cœur est étroitement couplé au réseau vasculaire d'aval, évidemment quand la valvule aortique est ouverte pendant l'éjection, pas en diastole, et de déterminer dans la mesure du possible et de manière aussi précise que possible l'interaction entre ces deux paramètres, quel est l'effet de modification du réseau vasculaire systémique sur le cœur, d'une part, et d'autre part, comment le réseau vasculaire systémique s'adapte-t-il éventuellement lorsque des problèmes cardiaques ou des modifications cardiaques surviennent. Premier point dans cette approche méthodologique, comment peut-on analyser de manière précise le côté cardiaque, la performance cardiaque? On sait que tout indice dérivé directement des mesures de pression ou de volume ventriculaire dépend des conditions de charge de celui-ci. Par exemple, dPdt max est dépendant de la précharge, ou la fraction d'éjection, qui est le paramètre que l'on connaît le plus, est dépendant de la post-charge. Il suffit de modifier celle-ci pour faire gagner ou perdre quelques pourcents à la fraction d'éjection. Par contre, la relation entre ces deux paramètres, la pression et le volume, peut révéler et révèle des indices qui sont indépendants de la précharge, que ce soit la précharge ou la post-charge. Dans cette optique, les propriétés du ventricule gauche sont analysées au moyen de la boucle pression-volume. Cette boucle pression-volume est représentée dans ce diagramme, en abscisse le volume
en millilitres et en ordonnée la pression ventriculaire en millimètres de mercure. Nous partons d'un point, c'est un cycle, une révolution, donc on peut partir de n'importe quel point. Partons du point A qui est la fin de la diastole, le volume télédiastolique, donc généralement ce que l'on assimile à la précharge. À partir de ce moment-là, le ventricule développe une pression, il se contracte de manière isovolumique jusqu'au point B, moment où la pression dans le ventricule gauche dépasse celle du circuit d'aval, de l'aorte en l'occurrence, et où la valvule aortique va s'ouvrir. C'est donc la phase de contraction isovolumique. À partir de ce moment, la pression varie relativement peu, et sauf s'il y a une sténose valvulaire aortique significative, la pression dans le ventricule gauche est relativement égale à la pression dans l'aorte pendant toute la durée d'éjection, et le volume diminue évidemment, diminué du volume éjecté, du point B au point C. À partir du point C, la pression dans le ventricule diminue, le ventricule se relâche de manière aussi rapide que possible, et dès lors que la pression dans le ventricule gauche est inférieure à la pression dans l'aorte, la valvule aortique, si celle-ci est compétente, se ferme, et le ventricule se relâche le long de la relaxation isovolumique. Puis du point D au point A, le cycle recommence et le ventricule se remplit, et c'est ce que l'on appelle généralement la compliance. Un des intérêts de cette boucle pression-volume, c'est que l'on peut intégrer, l'intégrale mathématique, de l'air délimité par cette courbe, et que l'on obtient le travail qui est développé par le cœur et qui va être transmis à son réseau d'aval, donc ce que l'on appelle le travail systolique, le stroke work en anglais. Dans les conditions expérimentales et dans les conditions cliniques, il est généralement relativement difficile de déterminer ces points A, B, C, D de manière précise, parce que les courbes sont arrondies, si vous voulez, notamment aux extrémités. Et dès lors que fait-on? Eh bien, on modélise. On modélise sur le plan mathématique, et c'est là, par exemple, que nous retrouvons tout l'intérêt de collaboration avec des ingénieurs dans l'analyse et dans la modélisation de ces données. Et vous voyez, par exemple, ici en rouge, un modèle mathématique qui est surimposé, si je puis dire, aux données expérimentales et qui montre que ce modèle est relativement précis. L'analyse des propriétés myocardiques intrinsèques en utilisant la boucle pression-volume peut quelque part être assimilée à celle d'un ressort qui se tend ou qui se détend. Et plus le ressort est tendu, plus exactement, plus le ressort est raccourci, plus la contractilité est importante, plus la rigidité, stiffness en anglais, est-elle importante. Et c'est comme cela que l'on peut, quelque part, analyser la contractilité myocardique. On arrive ainsi au concept de l'élastance. L'élastance variant en fonction du temps, time varying elastance. Vous voyez dans ce graphique la représentation de la pression en fonction du volume. Ici, une représentation instantanée. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour un volume donné, la pression est relativement faible. Et puis, au fur et à mesure que le ventricule développe une contractilité, au fur et à mesure que les fibres myocardiques se raccourcissent, pour un volume déterminé, la pression va augmenter jusqu'à atteindre une valeur maximale à T 0,3 en l'occurrence ici. Et on peut donc étudier le rapport de pression-volume et donc l'élastance représentée ici en fonction du temps, en partant d'un point minimal pour arriver jusqu'à une valeur maximale et puis une redescente, la descente étant légèrement plus rapide que la montée, et puis si le ventricule est bien relâché, une courbe plate et une valeur d'élastance qui est très faible. Il a été déterminé déjà depuis de nombreuses années que cette élastance variant en fonction du temps est un concept qui est valide non seulement pour le cœur sain, animal ou humain, mais aussi dans toute une série de situations physiopathologiques où c'est des patients atteints, par exemple, de cardiomyopathie hypertrophique obstructive, de décompensation, de maladies coronaires, ou dans des situations, par exemple, de pacing ou d'édobutamine, avec, comme vous le voyez là-bas à droite, de subtiles différences, éventuellement de forme, en passant d'un état à l'autre. Donc ce concept est tout à fait valide. Comment détermine-t-on l'élastance? Eh bien, le principe est de faire varier la précharge ou la postcharge. Généralement, on fait varier la précharge, c'est plus facile et c'est plus précis.
On l'a fait varier en introduisant un ballon, une sonde de Fogarty de diamètre suffisant dans la veine cave inférieure la plupart du temps. On gonfle ce ballon, et comme on diminue le volume de remplissage, eh bien, on va diminuer le volume éjecté, et vous avez ici un exemple d'une telle boucle avec une diminution progressive de la pression et du volume. Donc on part, si vous voulez, de cette valeur rectangulaire du côté droit pour se déplacer progressivement. Et on va ensuite, en joignant les points supérieurs gauche de chacune de ces boucles, déterminer une pente de régression, niveau mathématique, qui est en fait assimilée à une droite, mais qui en fait est plutôt une équation du second degré, qui est la relation pression-volume de fin de systole. En joignant les points du côté inférieur droit de chacune des courbes, on peut obtenir de la même manière la relation pression-volume de fin de diastole. Autrement dit, on caractérise la fonction ventriculaire au moyen de paramètres qui sont dérivés purement de la boucle pression-volume, et on en déduit les relations pression-volume télésystolique et télédiastolique. La relation pression-volume télédiastolique, vous la voyez ici, elle traduit la compliance du ventricule, son degré quelque part de relaxation au cours de la diastole. Cette compliance peut éventuellement être modifiée, je vais y revenir dans un instant, tandis que la courbe pression-volume télésystolique traduit la contractilité, l'inotropisme. Les deux peuvent évidemment être perturbés. La contractilité peut être augmentée, par exemple si on perfuse un agent inotrope positif, ou si on pèse par un effet Bowditch, ou elle peut être diminuée, par exemple dans une situation d'insuffisance cardiaque régionale ou globale. Au même titre, la relation pression-volume de fin du diastole, donc en anglais EDPVA, Diastolic Pressure Volume Relationship, nous offre une image extrêmement précise en fait et souvent peu exploitée de la compliance ventriculaire. Elle peut être augmentée si la courbe se déplace vers le bas, ou elle peut être au contraire diminuée nettement si la courbe se déplace vers le haut. On sait par exemple que les patients qui souffrent de diabète avec une cardiopathie diabétique ou une hypertension artérielle maltraitée ont généralement des troubles de la fonction diastolique, et certains de ces patients souffrent d'ailleurs d'une insuffisance cardiaque qui est purement diastolique, qui peut même les conduire à l'œdème pulmonaire aigu sans qu'il n'y ait de trouble, en tout cas net, de la contractilité, en tout cas mesurée par la fraction d'éjection. On reconnaît que dans ce modèle, il est extrêmement important, en tout cas du côté télésystolique, de déterminer le point de fin de systole. Télé, qui vient du grec, donc veut dire la fin de systole. Alors la fin de systole, généralement, est assimilée à la fin de l'éjection. Ce n'est pas tout à fait exact. Précisément, la fin de systole, dans le concept de la boucle pression-volume et du rapport de ces deux paramètres, c'est le moment où le rapport de la pression instantanée, P en fonction du temps, divisé par le volume, plus précisément le volume instantané moins le volume nul, les zéros, concept sur lequel nous reviendrons, est maximal. Et c'est à ce moment, et à ce moment seulement, que la contractilité myocardique est maximale. Vous aurez compris qu'en fonction de la courbe que nous avons vue tout à l'heure, ce moment est relativement bref. Alors généralement, ce moment est proche de la fin de l'éjection, pour le ventricule gauche opérant dans des conditions physiologiques. Néanmoins, et mon collègue professeur Wouty aura certainement l'occasion de le mentionner, c'est souvent sensiblement différent de la fin d'éjection pour le ventricule droit, en raison de l'importante compliance de la circulation pulmonaire, où là, la fin de la systole et la fin de l'éjection sont à des moments différents. La fin de l'éjection suivant la fin de la systole, ou en d'autres termes, la télésystole précédant la fin de l'éjection. Vous voyez ici qu'on conçoit bien, il faudrait évidemment plusieurs courbes pour tracer la pente de régression, mais que le point télésystolique est probablement quelque part ici, tandis que la fin d'éjection est probablement quelque part là. Donc il y a à ce moment-là une différence qui est importante et qui est significative. Lorsque l'on utilise la boucle pression-volume, on peut donc déterminer la pente d'élastance, le travail, mais aussi un concept très intéressant qui est celui de l'air pression-volume. L'air pression-volume est délimité par la portion systolique de la boucle pression-volume, c'est-à-dire la partie ascendante de la courbe et l'éjection. La courbe de régression télésystolique est télédiastolique. Autrement dit, cet air-ci est ce qu'on appelle l'air pression-volume. Alors pourquoi l'air pression-volume est-elle importante?
Elle représente donc sur le plan énergétique et mathématique la somme du travail systolique et de l'énergie potentielle. Le travail systolique, c'est celui que le cœur va transmettre au sang, qui va donc donner un débit, une vitesse du sang qui va s'écouler dans le réseau artériel naval. L'énergie potentielle, c'est le travail qui est nécessaire pour vaincre les contraintes viscoélastiques du myocarde, qui est plus ou moins important. C'est une perte énergétique, évidemment, sur le sang, dans le sens cinétique du terme, mais il est clair que l'énergie potentielle contribue notamment à générer de la chaleur. Et il a été démontré que l'air pression-volume, PVA, Pressure Volume Area en anglais, est directement proportionnel à la consommation myocardique en oxygène. Si on mesure l'extraction myocardique en comparant la teneur en oxygène dans l'artère coronaire et dans le sinus coronaire veineux, et on détermine que PVA est directement proportionnel à cette consommation. Enfin, le rapport entre le travail et PVA est donc l'efficience mécanique du cœur. En général, ça tourne aux alentours de 0,7, grosso modo, et on peut avoir un cœur qui décompense sur le plan de son efficience, c'est-à-dire qu'il va devoir générer, consommer plus exactement, une énergie chimique trop importante par rapport à l'énergie cinétique qu'il dégage. Voilà donc pour le côté ventriculaire. Deuxième partie, le côté vasculaire systémique. Nous avons utilisé des modèles de circuits que l'on appelle des circuits de Wien-Kessel. Ces circuits de Wien-Kessel utilisent en fait une analogie électrique au réseau vasculaire. Et l'intérêt, c'est de décomposer, c'est de ne plus considérer le circuit comme un circuit purement résistif, purement ohmique. Si on divise, si on fait le rapport entre la pression et le débit dans une équation mathématique, on a uniquement le paramètre résistif et donc le circuit est purement ohmique. Mais ici, de caractériser davantage différents éléments qui sont R1, l'impédance caractéristique. L'impédance caractéristique, c'est la résistance d'entrée du système, qui est évidemment faible dans une aorte normale, qui, dans le cas par exemple d'une coarctation aortique, va évidemment augmenter. La plupart des résistances vont se retrouver dans les résistances périphériques. C'est celles qui sont exprimées dans, par exemple, les artérioles ou les petits réseaux, les petits circuits artériels. C'est là, évidemment, que le circuit résistif, notamment par stimulation orthosympathique, est le plus important. Le paramètre C est celui de la compliance, qui réside essentiellement dans les vaisseaux de gros calibre, l'aorte et ses branches principales. Et c'est là aussi que l'on va déterminer que la circulation pulmonaire est beaucoup plus compliante que la circulation systémique. Elle, c'est l'inductance qui est représentée par cette self, le L, qui traduit les forces notamment de réflexion du système. Le fait qu'à un moment donné, vous allez avoir, notamment on le voit sur l'anticrote de la pression artérielle, un flux de retour. Et ça tient également compte, par exemple, de l'inertie du sang. Donc, une analyse assez précise des composantes de ce réseau vasculaire systémique. Alors, on peut intégrer ces différents paramètres dans un concept global qui est l'élastance. L'élastance, cette fois-ci, ce n'est plus l'élastance ventriculaire, c'est l'élastance artérielle, EA, qu'on appelle l'élastance artérielle effective. Donc, on peut la déduire des paramètres de ce modèle. Vous voyez ici l'équation mathématique qui associe les différents éléments, résistifs et compliants, pour obtenir la valeur de l'élastance. Et c'est comme ça que nous la calculons. Alors, on peut également approximer l'élastance comme étant la relation entre la pression de fin de systole, PES, sur le volume éjecté, SV. Vous avez une droite de régression. Et lorsque l'on ne mesure que des paramètres ventriculaires, lorsque l'on mesure la pression et le volume du ventricule, soit de manière invasive, soit de manière échographique, ce qui est moins précise, on peut déduire EA de cette manière-là. Mais à ce moment-là, la faiblesse de ce système, c'est que l'on déduit des propriétés vasculaires à partir de mesures purement cardiaques. Donc, on s'expose à des erreurs plus importantes. On en arrive alors au troisième point de cette méthodologie, qui est le vif du sujet, qui est donc le couplage. Le couplage, c'est l'interaction, comme je vous l'ai dit, entre les propriétés ventriculaires en systole, en éjection, et les propriétés vasculaires, quand la valve aortique est ouverte. Dans cette méthodologie, comment calcule-t-on le couplage? Eh bien, c'est tout simplement le point de rencontre entre les deux élastances. Donc, c'est le rapport entre l'élastance ventriculaire et l'élastance artérielle. Vous pouvez l'écrire évidemment dans les deux sens, simplement vous aurez l'un qui sera l'inverse de l'autre, il suffit de l'exprimer de manière claire.
Et le couplage se trouve donc ici, à la rencontre de ces deux droites, la pente d'élastance télésystolique et la pente d'élastance artérielle effective exprimée de cette manière-là. Donc le couplage va s'exprimer ici, et le point de couplage en termes volumiques nous donne le volume éjecté. Lorsque les deux systèmes fonctionnent convenablement et qu'il n'y a pas d'insuffisance vasculaire ni cardiaque, l'un s'adapte à l'autre, en principe. C'est-à-dire que si, par exemple, EA augmente, par exemple parce que la résistance augmente, eh bien l'élastance va augmenter. L'élastance ventriculaire va augmenter. C'est ce que l'on appelle un système couplé. Dans ce cadre, on peut évaluer la plupart des situations physiopathologiques qu'on rencontre en clinique ou dans des modèles expérimentaux. Nous l'avons fait pour de nombreuses questions, aussi bien du côté gauche que du côté droit, et j'ai choisi aujourd'hui, vu les contraintes de temps, de vous exposer 4 ou 5 situations que nous avons étudiées. La première est en lien avec, dans une large mesure, la pratique chirurgicale et cardiologique courante. Première question, quel est l'impact sur le couplage ventriculo-artériel du clampage partiel de l'aorte ascendante? C'est ce qu'on fait très fréquemment en chirurgie cardiaque, clampage partiel sur un cœur battant. Et quel est le rôle du réflexe barosensible dans pareilles circonstances, le baroréflexe? Deuxième question, l'expression d'une adaptation de la performance cardiaque face à une hausse brutale de post-charge dépend-elle de l'agent anesthésiant utilisé? Troisième question, comment évolue le couplage au cours d'une ischémie ou plus brutalement d'un infarctus myocardique? Quatrième question, un agent inotrope positif comme la dobutamine, pourquoi? Parce que c'est un agent très fréquemment utilisé, dont on connaît bien les propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques, restaure-t-il le couplage ventriculo-artériel en cas d'ischémie myocardique? Et de manière un peu plus connexe, comment évolue l'hémodynamique cardiovasculaire en cas d'occlusion coronaire progressive, proche des conditions d'occlusion chirurgicale post-opératoire ou de celle, par exemple, de la mise en place d'un stent dans une artère coronaire? Première question, quel est l'impact sur le couplage ventriculo-artériel du clampage partiel de l'aorte ascendante et quel est le rôle du réflexe barosensible dans pareilles circonstances? Nous avons utilisé le modèle expérimental suivant. Tous ces modèles, en tout cas ceux que je vous présente aujourd'hui, ont été réalisés sur le porc, en général sur des séries d'une dizaine d'années. Nous avons donc réalisé une constriction de l'aorte ascendante. Donc ça ne représente pas ce qu'il y a dans une coartation aortique congénitale où là, la coartation se situe juste en aval de la sous-clavière gauche et où donc les considérations par rapport au baroréflexe sont évidemment tout à fait différentes puisqu'ici, les barorécepteurs sont localisés en aval de la sténose, puisque les barorécepteurs sont au niveau essentiellement de la crosse aortique et des vaisseaux carotidiens proximaux, ce qui est évidemment l'inverse dans une coartation congénitale. Donc, premier élément, des mesures en état de coartation. Et deuxième élément, nous refaisons la même chose lorsque l'animal a récupéré sous perfusion d'hexaméthonium. L'hexaméthonium est un ganglioplégique, il va donc bloquer la transmission cholinergique au niveau des ganglions sympathiques et parasympathiques. Donc, dans les grandes lignes, vous avez une inhibition du baroréflexe, notamment en plus de quelques autres modifications. Et l'animal est équipé, comme vous le voyez, pour obtenir la boucle pression-volume. On utilise ce qu'on appelle un cathéter à conductance, qui va en fait générer un circuit, un signal électrique local, et ce signal électrique peut, moyennant quelques calculs, être transformé en volume, donc ce sont des volumes instantanés, des mesures de pression et de débit au niveau aortique, et des mesures de pression d'aval dans l'oreillette droite, qui est évidemment l'aval pour la circulation systémique, et vous voyez ici la sonde de Fogarty que nous gonflons dans la veine cave inférieure, tous les animaux étant à peu près équipés de la même manière pour les différents protocoles expérimentaux. Première observation, vous voyez que la coartation aortique, le rétrécissement de l'aorte proximale, est associé à une augmentation des pressions systoliques et des pressions moyennes, avec une pression diastolique qui est relativement stable. Parallèlement à ça, le débit cardiaque diminue de manière significative et la fréquence cardiaque augmente. Autrement dit, le volume éjecté, évidemment, va diminuer. Si nous comparons avec l'animal sous-ganglioplégique, donc avec le baroréflexe inhibé, vous voyez que les modifications de pression sont les mêmes, la pression étant mesurée évidemment en aval de la coartation, tandis que ici, le débit cardiaque diminue de manière plus importante, mais la fréquence cardiaque n'augmente pas de manière significative. Lorsque l'on regarde les paramètres de Wynne-Kessel,
on observe une augmentation de la résistance d'entrée, une augmentation de l'inductance, une diminution de la compliance. C'est logique. Je dirais que ce sont des modifications physiques. On fait une constriction, la résistance d'entrée augmente, les forces de réflexion augmentent et la compliance, évidemment, qui réside essentiellement dans le réseau d'amont, va diminuer. Ceci est vrai que nous soyons sur un animal sain, si je puis dire, ou sur un animal perfusé par le ganglioplégique. Vous voyez que les modifications sont là. Par contre, nous observons que sur l'animal sain, la coarctation est associée à une augmentation des résistances périphériques, autrement dit une vasoconstriction, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a un ganglioplégique. Et même à ce moment-là, la résistance périphérique diminue. Intégrant ces différents éléments, l'élastance artérielle, donc intégrant tous ces paramètres, la fonction globale du circuit, augmente, mais augmente de manière nettement moins importante sous ganglioplégique. Lorsque l'on considère les volumes ventriculaires, nous voyons que le volume télédiastolique ne change pas, le volume télésystolique, donc le volume de fin d'éjection, augmente, et il augmente de manière plus importante sous ganglioplégique, autrement dit, la boucle se déplace vers la droite, ce qui en résulte, c'est une diminution du volume éjecté et de la fraction d'éjection. Cette diminution est plus importante lorsque le ganglioplégique est perfusé que sur l'animal ne recevant pas de ganglioplégique. Intéressant également la contractilité. Ceci est un exemple d'une boucle pression-volume. Vous voyez ici l'état basal, l'état coarctation. Vous voyez très nettement une augmentation de l'élastance télésystolique. Comparons avec l'animal recevant du ganglioplégique. Vous voyez l'état basal, nous partons d'une situation très similaire. Vous voyez une augmentation qui est quasiment identique. Autrement dit, également sous ganglioplégique, l'élastance télésystolique, c'est-à-dire la contractilité ventriculaire gauche, augmente. Intégrant ces différents éléments, le couplage est maintenu. Donc, autrement dit, l'élastance artérielle augmente, dans les deux cas, moins sous ganglioplégique, mais elle augmente néanmoins. Vous voyez que l'élastance télésystolique augmente dans les deux cas. Autrement dit, le ventricule gauche fait face à cette augmentation d'élastance en s'adaptant. Le V0, qui est le point d'intersection de l'axe des abscisses par la pente de régression télésystolique, se déplace vers la droite, ce qui est également un témoin de l'augmentation de performance. Lorsque l'on étudie l'efficience du système, on constate néanmoins, vous voyez dans les deux cas, une diminution de l'efficience mesurée par le rapport travail-PVA, et cette diminution est plus importante lorsque le ganglioplégique est perfusé. Que peut-on conclure de cette première série d'observations? Nous mettrons tout ensemble sur le plan clinique à la fin. La coarctation provoque une hausse de la post-charge ventriculaire gauche, comme en témoigne l'augmentation de l'élastance artérielle effective. Deuxièmement, cette augmentation de la post-charge a un effet composite sur la fonction ventriculaire gauche. La performance est accrue, la performance de la pompe. Nous notons une augmentation de l'élastance télésystolique, un déplacement vers la gauche de la relation linéaire et un accroissement du travail systolique à volume télédiastolique constant. Donc, la performance est accrue. Et ici, nous mesurons la performance de manière précise, pas par le débit, qui est lui d'ailleurs diminué, légèrement. Mais l'efficience du transfert énergétique vers le travail mécanique externe est réduite. Lorsque le ganglioplégique inhibe le baroréflexe, les résistances périphériques n'augmentent pas. Par contre, l'effet de la coarctation aortique sur la fonction ventriculaire gauche est similaire, que les réflexes dépendent du système nerveux autonome soient intacts ou inhibés. Observation importante. Ces résultats, pourquoi sont-ils importants? Parce qu'ils supportent l'existence d'une propriété myocardique de première importance qui est l'autorégulation homéométrique. De quoi s'agit-il? Nous savons que le cœur s'adapte la plupart du temps par une régulation qui est de type hétérométrique. Hétérométrique, c'est Starling. Le volume change. Le ventricule se remplit, et plus il se remplit, plus nous avons une élongation du sarcomère, et plus à la systole suivante, le volume éjecté sera-t-il important. Ça, c'est Starling. Mais ici, nous observons une autorégulation
qui est homéométrique, c'est-à-dire que le ventricule fait face à une augmentation brutale de post-charge, alors que le volume télédiastolique n'a pas changé. Vous vous souvenez que dans le graphique, le volume télédiastolique était tout à fait constant. Et ceci ne dépend pas de la présence du baroréflexe. Donc c'est une activité qui est intrinsèque au cœur. Nous ne sommes pas évidemment les seuls à l'avoir démontré, mais on l'a observé de manière très nette et confirmée. Donc le cœur est capable de maintenir le volume éjecté constant, alors que la post-charge est accrue sans recourir au mécanisme de Stark. Deuxième question, l'expression d'une adaptation de la performance cardiaque face à une hausse brutale de post-charge dépend-elle de l'agent anesthésiant utilisé? Question d'importance, évidemment, quand on sait que la plupart des patients qui sont traités en chirurgie cardiaque, tous évidemment, sont sous anesthésie générale et parfois, dans certains cas également, de cardiologie interventionnelle, comme par exemple la mise en place d'une valve aortique par voie percutanée. Même manipulation expérimentale, une coarctation, ici nous n'étudions pas le baroréflexe en tant que tel, donc nous n'allons pas utiliser le ganglioplégique, nous allons simplement comparer ce qui se passe sous pentobarbital, qui est un barbiturique aux propriétés connues, avec le propofol, le diprivant, qui est un agent pharmacologique très souvent utilisé. Qu'est-ce que nous observons? Nous observons que, à l'état basal, les pressions sont un peu plus faibles sous propofol que sous pentobarbital. Nous allons y revenir dans un instant, c'est tout à fait logique. Nous observons une augmentation de pression artérielle sous pentobarbital et sous propofol, mais l'augmentation est plus importante dans le premier cas que dans le deuxième. Quid du débit aortique et de la fréquence cardiaque? Nous voyons que sous pentobarbital, le débit cardiaque diminue un peu, mais nos écarts types étant très faibles, c'est significatif. Les animaux se tachycardisent, de l'ordre d'une augmentation de 15 battements par minute à peu près, associé donc à la coarctation. C'est ce que nous avions observé tout à l'heure. Vous voyez que sous propofol, le débit cardiaque diminue, mais il n'y a pas de modification de la fréquence cardiaque, de manière intéressante. Lorsque l'on compare les deux états, basal et coarctation sous propofol, la fréquence cardiaque est inchangée. Quid des propriétés vasculaires, utilisant notre modèle de Wien-Kessel? Nous voyons que sous pentobarbital, nous observons évidemment les modifications tout à l'heure, et en l'occurrence une augmentation des résistances périphériques, qui témoignent d'une vasoconstriction. Nous observons également cet élément au niveau propofol, mais de manière extrêmement faible et en fait de manière non significative. Autrement dit, il n'y a pas de vasoconstriction associée à la coarctation sous propofol. En conséquence, en intégrant ces différents éléments, l'élastance artérielle effective augmente dans les deux cas, mais elle augmente nettement moins, en tout cas de manière significativement moins, sous propofol par rapport au pentobarbital. Quid d'une observation d'une boucle pression-volume et d'une relation télésystolique? Nous réobservons le même élément ici du côté gauche, donc l'adaptation. Vous voyez cette absence d'adaptation ici du côté droit. Et en fait, non seulement il y a une absence d'adaptation, mais la contractilité cardiaque mesurée par la pente de régression par l'élastance télésystolique diminue sous propofol lors de la coarctation, alors qu'elle augmente sous pentobarbital. Observation intéressante. Et cette observation, évidemment, se retrouve ici lorsque l'on met ensemble tous les animaux. Vous voyez ici en bleu l'élastance télésystolique qui augmente sous pentobarbital et qui n'augmente pas non seulement, mais qui diminue sous propofol. En conséquence, donc en jaune, nous observons l'élastance artérielle, nous venons d'en parler. Le couplage est maintenu sous pentobarbital, ce couplage est altéré sous propofol. Vous voyez une diminution ici de l'ordre d'1,4 à une valeur inférieure à 1 sous pentobarbital. L'efficience mécanique est altérée dans les deux cas, mais elle diminue de manière plus importante sous propofol. Conclusion de cette deuxième série d'expériences, la pression artérielle sous propofol est plus basse à l'état basal en raison d'une vasodilatation périphérique. C'est connu, le propofol est vasodilatateur, ce qui est probablement bénéfique d'ailleurs, puisque à ce moment-là, le cœur fait face à une post-charge diminuée. Mais, intéressant, les adaptations cardiovasculaires secondaires à la hausse abrupte de post-charge, c'est-à-dire la coarctation aortique, adaptations cardiovasculaires qui sont la tachycardie, la vasoconstriction et la hausse de contractilité, qui témoignent en principe soit du baroréflexe, soit de l'autorégulation hétérométrique, homéométrique, mais essentiellement du baroréflexe, sont inhibés.
Sous pentobarbital, par contre, le ventricule gauche s'adapte à la hausse abrupte de postage. Troisième question, comment évolue le couplage ventriculo-artériel au cours de l'infarctus myocardique? Nous avons utilisé ici une ligature abrupte de l'interventriculaire antérieur. Et nous faisons des mesures toutes les 15 minutes jusqu'à atteindre un temps 180. L'air à risque à ce moment-là est de l'ordre de 35%. Donc un infarctus significatif associé à une occlusion de l'IVA après la première artère diagonale. Nous avons observé que si on était plus en amont, en général, l'animal décède soit de choc cardiogénique, soit de troubles du rythme important. On observe des choses assez habituelles, c'est-à-dire une diminution des pressions. Vous voyez que cette diminution des pressions est assez abrupte dans le déco de l'ischémie. Dès la première mesure, après 15 minutes, les valeurs de pression sont diminuées et elles restent diminuées avec une légère réaugmentation dans, je dirais, le dernier tiers de l'expérimentation. Le débit cardiaque s'effondre de manière brutale, de l'ordre de 20 à 30%, et puis il reste stable, il reste perturbé, mais il ne se dégrade pas davantage dans ce cas-ci, et l'animal garde une fréquence cardiaque relativement stable. Lorsque l'on décompose les propriétés du réseau vasculaire, dans ce cas-ci, avec le modèle de Winckesser, qu'observe-t-on? Nous observons que les paramètres habituels de type R1, L et C sont assez stables, si ce n'est une diminution de compliance vers la fin, mais nous observons essentiellement une augmentation des résistances périphériques, témoignant donc d'une vasoconstriction très importante. Associant ces différents éléments, l'élastance artérielle effective augmente évidemment de manière importante, significative et soutenue. Observant les volumes, vous voyez que le volume de remplissage, donc la précharge après une chute initiale demeure stable, tandis que le volume télésystolique va progressivement augmenter. L'association des deux provoque un déplacement des boucles vers la droite, un effondrement du volume éjecté et de la fraction d'éjection. Quid de la contractilité? Contractilité s'effondre, exprimée en termes d'élastance télésystolique. Associant l'augmentation de l'élastance artérielle effective et l'effondrement de la contractilité, le système se découple. Nous passons d'un couplage ventriculo-artériel optimal de l'ordre d'1,2 à une valeur de 0,5. Le système est complètement découplé. Le ventricule gauche ne fait plus face à l'augmentation des résistances périphériques. Une autre manière d'étudier la contractilité, c'est le rapport entre le travail systolique et le volume télédiastolique. C'est ce qu'on appelle preload recruitable stroke work en anglais. Vous voyez également qu'il témoigne d'un effondrement de la contractilité. Et enfin, l'efficience est également effondrée. Pourquoi? Parce que le travail est effondré, c'est logique, l'air sous la boucle pression-volume est diminué, alors que la PVA, l'air pression-volume, demeure stable. Donc la consommation myocardique en oxygène n'a pas changé. Conclusion de cette troisième série d'expériences, l'occlusion coronaire provoque une chute de la performance ventriculaire gauche, comme en témoigne une diminution de l'élastance télésystolique, un déplacement progressif vers la droite des boucles pression-volume et une chute du travail systolique exprimée en fonction du remplissage. L'efficience mécanique est diminuée. Dans ce contexte, l'augmentation de l'élastance artérielle effective induit une altération importante du couplage ventriculo-artériel systémique. Cette augmentation est due d'abord à une vasoconstriction, manifestement c'est baroréflexe qui intervient, ensuite à une combinaison de vasoconstriction avec une chute de compliance, qui est peut-être plus difficile à expliquer, mais pour laquelle on a des hypothèses. Dans ce contexte, quatrième et avant-dernière question, un agent inotrope positif, comme la dobutamine, restaure-t-il le couplage ventriculo-artériel? On sait qu'en cas d'infarctus, si le débit s'effondre et s'il y a des signes d'hypoperfusion, on va en général utiliser un agent pharmacologique, inotrope positif, comme la dobutamine. Donc nous avons même série d'expériences où nous comparons l'animal sous ischémie et sous dobutamine. Qu'observe-t-on? Effectivement, la dobutamine augmente la pression artérielle systolique, la pression artérielle moyenne et légèrement la pression diastolique. Le débit cardiaque réaugmente, effectivement. On commence en fait la perfusion de dobutamine après les mesures AT60. Donc l'effet de la dobutamine est extrêmement rapide.
Donc les deux groupes sont comparés pendant une période de 60 minutes, et puis les animaux sont randomisés pour recevoir soit de la dobutamine, soit du placebo. L'animal se tachycardise sous dobutamine. En termes de résistance, vous voyez que la dobutamine diminue les résistances périphériques, donc il y a une vasodilatation. La compliance reste maintenue à une valeur physiologique, elle ne s'effondre pas. Les autres paramètres R1 et L sont peu modifiés. Quid du côté ventriculaire? Nous voyons que l'élastance télésystolique dans, disons, les 30 minutes qui suivent la perfusion de dobutamine va réaugmenter pour atteindre des valeurs supérieures en fait à l'état basal après 180 minutes d'ischémie. Et le couplage se restaure. Donc effectivement, la dobutamine va restaurer le couplage. Elle ne va néanmoins pas restaurer l'efficience. Le rapport entre le stroke work et PVA demeure altéré parce que les deux augmentent et que PVA augmente plus que le stroke work. Autrement dit, la consommation myocardique en oxygène va augmenter de manière importante. Conclusion de cette 4e série d'expériences. Au cours de l'ischémie myocardique, la dobutamine restaure le couplage ventriculo-artériel en augmentant l'élastance ventriculaire, donc elle augmente la contractilité. Elle agit évidemment sur la partie saine du ventricule, celle qui n'est pas ischémiée. Et elle diminue l'élastance, donc elle agit sur le réseau systémique et sur le cœur. Nos mesures nous permettent de faire la différence entre les deux, ce qu'une simple mesure du débit cardiaque ne permettrait pas de faire. Mais l'augmentation de l'air pression-volume témoigne de l'altération de l'efficience mécanique. Alors, dans une situation évidemment d'ischémie, il y a un danger par rapport à ça. On peut comparer ça au ballon de contre-pulsion intra-aortique. Le ballon de contre-pulsion intra-aortique est inséré dans l'aorte descendante et il est gonflé à la diastole. Il doit être placé au-dessus de l'origine des artères rénales. Le principe de ce ballon, c'est qu'il va augmenter la pression diastolique en amont et donc notamment la perfusion coronaire. Nous savons que les coronaires, en tout cas pour le ventricule gauche, sont perfusés en diastole à cause de la pression transmurale élevée au cours de la systole. Et vous voyez ici un effet du ballon qui est gonflé, nous le voyons sur l'onde dicrote ici en rouge, l'effet de ce ballon de contre-pulsion intra-aortique qui intervient immédiatement après l'onde dicrote et vous voyez une pression générée par le ballon qui est en fait supérieure à la pression générée par le ventricule. Vous voyez que la boucle pression-volume se redéplace vers la gauche, autrement dit l'effet du ballon de contre-pulsion, c'est une diminution de pression systolique, une diminution de post-charge, une diminution du volume télédiastolique, une décharge du ventricule et une augmentation du volume éjecté. Autre effet, mais quel est l'intérêt par rapport à la dobutamine ici? C'est qu'il n'y a pas d'augmentation de la consommation myocardique en oxygène. C'est un effet mécanique. D'abord. Dernière question, comment évoluent l'hémodynamique cardiovasculaire en cas d'occlusion coronaire progressive? Nous avons voulu développer un modèle qui n'était pas celui d'une simple occlusion. Parce que l'occlusion, comme je vous ai montré sur la 2 séries d'expériences précédentes, ce n'est pas très physiopathologique, si je puis dire. L'artère coronaire ne va pas s'occlure en une seconde. C'est un processus qui va prendre au moins quelques minutes, le temps de l'agrégation plaquettaire et de l'activation des facteurs de coagulation. Et donc, nous avons développé ce modèle en appliquant du chlorure ferrique. Le chlorure ferrique va être appliqué sur une bandelette, il va diffuser et il va léser l'endothélium du vaisseau. Vous voyez ici l'endroit où le chlorure ferrique est installé, la bandelette se trouve à peu près ici, avec une aire à risque qui va se développer là-bas, et nous observons en général un temps moyen d'occlusion. Nous mesurons en fait le débit dans l'artère coronaire interventriculaire antérieure par une sonde électromagnétique. Donc nous partons d'une valeur basale, et bien il faut à peu près en moyenne 22 minutes pour obtenir l'occlusion. Donc c'est bien une occlusion progressive tout à fait reproductible. Donc application du chlorure ferrique, et quel effet de ce chlorure ferrique? Eh bien c'est d'abîmer l'endothélium et de provoquer la formation d'un thrombus que l'on peut ensuite peser, que l'on peut ensuite mesurer. Vous voyez ici la paroi d'une IVA qui est ici saine du côté gauche et ici tout à fait atteinte ensuite par la perfusion du chlorure ferrique, avec une séparation entre l'intima, la média et une destruction bien entendu complète de la zone endothélienne. On fait ensuite des analyses macroscopiques et des analyses microscopiques. D'abord déterminer l'air à risque par la technique du Blood Evans. Donc l'air à risque, c'est celle qui est concernée par l'occlusion, qui est généralement un peu supérieure à l'air nécrosé, que l'on peut, elle, mesurer de manière macroscopique par analyse post-mortem. Okay?
Et vous avez ici ce qui est concerné, évidemment, qui est le territoire perfusé par l'artère interventriculaire antérieure, donc une zone antérieure septale et une petite partie du ventricule. Donc l'aire nécrosée de l'ordre de 35%. Donc exact, nous voulions obtenir la même aire nécrosée que dans l'occlusion, ce qui est manifeste que dans l'occlusion brutale que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est donc manifestement le cas. On compare, on fait également toute une série de mesures biochimiques, notamment le contenu myocardique en ATP, qui est manifestement effondré, c'est tout à fait logique, et une autre preuve qui est l'augmentation progressive des marqueurs biologiques. On en a mesuré plusieurs, et en l'occurrence ici, la troponine. Alors brièvement, quelles sont les observations hémodynamiques? Eh bien, vous voyez en fait que par rapport à tout à l'heure, l'animal s'adapte beaucoup plus facilement. Tout à l'heure, nous avons observé une diminution brutale des pressions. Dès T15, nous étions en diminution brutale de pression et de débit. Ici, nous voyons que, en fait, effectivement, le débit diminue, donc l'astérisque signifie que c'est significatif par rapport à l'état basal, mais la pression moyenne est maintenue et l'animal se tachycardise davantage. Il y a une augmentation de l'élastance artérielle effective également qui accompagne la diminution de débit, autrement dit, une adaptation périphérique. En termes de diminution des volumes éjectés, effectivement, et de la fraction d'éjection, elle existe, mais elle est moins importante. Pourtant, l'aire à risque est la même, la nécrose est la même. Mais vous voyez que le volume éjecté et la fraction d'éjection certes diminuent. Nous partons de l'ordre de 62% pour nous stabiliser entre 40 et 45%, mais tout à l'heure, nous étions descendus aux alentours de 30%. Et vous voyez que l'élastance artérielle télésystolique, ces animaux, tous les autres paramètres en principe sont les mêmes, donc en particulier l'agent anesthésiant est le même, les manipulations sont les mêmes, eh bien l'élastance télésystolique demeure davantage même. Donc c'est un modèle probablement assez intéressant, qui est beaucoup plus proche de la clinique, qui est celle d'une occlusion progressive. Donc ce modèle est proche de conditions physiopathologiques d'occlusion du greffon ou de rupture de plaque d'athérosclérose. L'altération des paramètres hémodynamiques mesurant la performance ventriculaire gauche témoigne du développement d'un infarctus myocardique aigu, manifestement, nous l'avons montré par les mesures histopathologiques, biochimiques et pharmacologiques, et elle est progressive, comparée à celle d'une occlusion abrupte. De manière générale, quelles sont les conclusions que nous souhaitons tirer de ces différentes observations que je vous ai fait partager aujourd'hui? Le concept de couplage ventriculo-artériel, nous semble-t-il, permet d'analyser en détail plusieurs situations physiopathologiques complexes, dont la compréhension est susceptible d'aider en pratique médicale et chirurgicale cardiovasculaire. Bien entendu, se poser la question de la complexité de ces mesures et du caractère invasif, en tout cas de certaines d'entre elles, je n'en disconviens pas. Revenons aux différentes manipulations expérimentales. L'existence de mécanismes autorégulateurs de la contractilité myocardique ne dépendant pas du système nerveux autonome est de premier ordre chez les patients transplantés cardiaques, évidemment. Puisque ces patients, par essence, le cœur est dénervé. Alors, à peu près 5, il a été démontré qu'après une transplantation cardiaque, à peu près 5% des patients ont une réinnervation. Il semblerait qu'il y ait une croissance des extrémités, notamment du système orthosympathique, mais la plupart ne le sont pas. Alors, évidemment, ils peuvent s'adapter par Starlink, mais nous démontrons ici la possibilité que ces patients dépourvus d'innervation cardiaque sont capables d'adapter le débit, le volume éjecté et les pressions sans modification conjointe de fréquence. Vous avez vu que la fréquence n'augmentait pas, parce qu'évidemment, l'adaptation de fréquence ne peut s'observer que par le baron-réflexe. Ce n'est pas une adaptation intrinsèque. Le ventricule gauche frappé d'ischémie aiguë doit faire face à un environnement hémodynamique hostile, caractérisé par une augmentation précoce des résistances systémiques, qu'on vient d'appeler une vasoconstriction, combinée plus tardivement à une chute de la compliance artérielle. Ces résultats, évidemment, revêtent leur importance quant au choix de substances à propriétés vasoactives lors d'une revascularisation d'un myocarde en ischémie aiguë ou d'un infarctus post-opératoire. Dans cette perspective, la dobutamine, effectivement, restaure le couplage, et c'est ce qu'on veut, évidemment. Et elle restaure le couplage, notamment, et c'est très bénéfique, par une vasodilatation périphérique. Mais en outre, la dobutamine est un agent inotrope positif. Et en tant que tel, elle augmente la consommation myocardique en oxygène, sans améliorer l'efficience. Au contraire, l'efficience reste altérée. À un moment d'apport réduit en oxygène, ceci évidemment est susceptible de causer des dommages ischémiques importants à long terme, puisqu'on stimule davantage
la partie saine du cœur. Celle qui est vraiment saine, si je puis dire, il n'y a probablement pas de problème, mais il y a la partie plus périphérique d'air à risque également, où une stimulation peut évidemment provoquer des lésions biochimiques et histologiques irréversibles. Enfin, les études précliniques constituent évidemment une étape importante nécessaire à la compréhension des mécanismes impliqués dans les pathologies consécutives à des désordres thrombotiques coronaires. Et le modèle de thrombose coronaire progressive obtenu par application topique du chlorure ferrique que nous avons développé permet non seulement d'étudier l'effet d'anti-agents agrégants ou antithrombotiques, nous avons en fait étudié en collaboration avec le service de chimie pharmaceutique de Liège et de l'Université de Namur, différentes substances qui sont des inhibiteurs du thromboxane, à la fois des inhibiteurs de la thromboxane synthase et des antagonistes des récepteurs au thromboxane, dans des situations avec ce modèle de chlorure ferrique pour démontrer l'efficacité de ces substances, ou dans des modèles d'ischémie-reperfusion. Je ne vous les ai pas présentés ici pour les questions de temps, mais ce modèle, évidemment, a été utilisé ensuite pour tester ces substances. On peut utiliser également ce modèle pour étudier le support pharmacologique, quel est l'effet par exemple de la dobutamine dans ce cas-là, ou mécanique, donc du ballon de contre-pulsion intra-aortique d'un cœur en ischémie. Enfin, quelles sont les perspectives cliniques que nous souhaiterions envisager? Le modèle de la coarctation aortique proximale a la dimension clinique correspondant à celle d'un clampage partiel de l'aorte ou d'une transposition imparfaite d'une implantation d'une prothèse aortique peu extensive. On sait que l'aorte est en principe compliante, en tout cas chez les personnes qui n'ont pas trop d'athérosclérose, et qu'une prothèse est moins compliante. On connaît l'intérêt de développer des prothèses aortiques plus compliantes. Je parle des prothèses ici de l'aorte ascendante, mais même peut-être de l'aorte plus distale. La réserve contractile pourrait être testée par une échographie préopératoire, réserve contractile que nous avons testée ici par une coarctation. L'intérêt, évidemment, est de la mesurer en préopératoire. Par exemple, lors d'une élévation abrupte de post-charge que l'on peut éventuellement obtenir par une manœuvre simple comme celle du hand grip. Les patients dont la réserve coronaire serait jugée insuffisante nécessiteraient un support inotrope contemporain de l'intervention chirurgicale, par exemple. Deuxième perspective, lorsque le délai de récupération n'est pas un facteur limitant, sédation prolongée aux soins intensifs, n'oublions pas que le pentobarbital est un agent anesthésiant utile. Évidemment, le propofol est le plus utilisé et tout l'intérêt du propofol, ce sont ses propriétés pharmacologiques de qualité du réveil. Et un patient qui a en principe une chirurgie cardiovasculaire, je dirais, simple, on souhaite évidemment le réveiller aux soins intensifs le plus rapidement possible, dès lors qu'il ne saigne pas et dès lors que ses paramètres hémodynamiques sont stables. C'est la raison pour laquelle cet agent hypnotique, évidemment, avec d'autres plus récents, est utilisé. Mais il est important d'attirer l'attention sur ces effets cardiovasculaires. Il y a le côté positif qui est la vasodilatation, mais il y a la notion d'inhibition au moins partielle de l'adaptation à l'augmentation aiguë de post-charge. Autrement dit, en d'autres termes, le propofol interfère avec le baroréflexe. On pourrait concevoir l'utilisation de pompes intelligentes en fonction de l'état hémodynamique du patient. Troisième perspective, l'augmentation d'élastance artérielle au cours de l'ischémie myocardique souligne l'importance de protéger le muscle cardiaque en utilisant des agents vasoactifs qui diminuent cette élastance. Le système se découpe et donc alors que le cœur souffre, eh bien, il doit encore souffrir davantage, si je puis dire, en faisant face à un environnement hémodynamique hostile. La dobutamine est certes dotée de cette propriété, mais elle augmente la consommation myocardique en oxygène sans améliorer l'efficience mécanique. A l'inverse, le ballon de contre-pulsion intra-aortique améliore la contractilité myocardique en augmentant le débit coronaire, mais il diminue la post-charge. C'est donc une combinaison de deux effets bénéfiques. Je ne dis pas que le ballon de contre-pulsion n'a pas d'effet négatif, il y a évidemment les effets sur des artères périphériques qui sont parfois de mauvaise qualité, en termes de risque d'embole périphérique par exemple. Mais cette amélioration de performance cardiaque survient sans accroissement de la consommation myocardique en oxygène. Je terminerai en redisant que le couplage ventriculo-artériel permet donc d'analyser en détail de nombreuses situations physiopathologiques complexes. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous aujourd'hui mon intérêt pour le couplage ventriculo-artériel et je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à cette tribune prestigieuse.